30 reviews. En 30 jours. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes toujours en confinement. C'est le jour 1744 de cette nouvelle civilisation dans laquelle nous habitons. Il n'y a pas eu de NBA depuis 13 ans et quart et nous faisons la review des Spurs. Évidemment. Mais non, évidemment, on va s'occuper un petit peu de la franchise de San Antonio aujourd'hui. Vous le connaissez, c'est le classique. Les 30 reviews en 30 jours. Même s'il n'y a pas de NBA, même si votre joueur préféré est confiné, eh bien on s'occupe de l'actualité avec un retour sur les 30 franchises. On en a fait déjà pas mal, hein, mine de rien. Ouais, on commence à en avoir quelques-unes derrière nous, comme on dit dans le jargon. C'est ça. Et eh bien malheureusement, cette année, quand on s'occupe des Spurs, eh ben on est dans le bas. On est dans le bottom 15. Premier tiers. Hein. Putain. Enfin, non, on est au... Ah bah ouais, t'es dans les 10 premières vidéos, t'es pas bon. Hein. C'est rarissime pour les Spurs. C'était pas prévu, ça. Hein. C'est pas prévu et ce n'est pas lié à l'interruption de cette saison. C'est clairement un virage, un tournant. On va en parler en long et en large de nos amis les Spurs. Mais comme vous le savez, une vidéo des 30 reviews en 30 jours commence forcément avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Bon, avant de mettre à pleurer et d'insulter tous vos morts, 27 victoires pour 36 défaites, saison absolument insupportable des Spurs. On en a fait déjà des trolls dans différents apéros. Je n'en peux plus. Non mais attends, franchement, faut voir quand même le côté positif. Arrête. Votre attaque, elle est pas si mauvaise. Mais elle est pas si mauvaise, votre attaque. Temps mort. Quoi, temps mort ? Quoi ? C'est pas si mauvais. Par rapport aux joueurs qu'il y a, c'est pas une si mauvaise attaque, je suis désolé. Je suis d'accord quand on c'est ça que je veux dire. Quand on est en colocation avec Daryl Morey et qu'on regarde les chiffres, oui. Mais quand on regarde les Spurs au quotidien, c'est un enfer visuel. Ah, ouais. Offensivement, je ne suis pas d'accord par rapport aux joueurs que tu as sous la main. Non mais oui, t'as essayé d'attaquer au mieux, mais... C'est pas exactement. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, et là c'est devant ma téloche, c'est la défense. Oui, bah oui. Et ça, après, c'est vraiment. Oui, bah après c'est le personnel, hein, ça aussi. Hein. Personnel, quand t'as pas non plus que des spécialistes dans ton effectif, c'est relou. D'accord, mais quand même, quoi. Enfin, Bah c'est comme le jeu en attaque. Hein. Moi je te dis, comme le jeu en attaque, il y avait des trucs où certes en attaque, t'étais là, tu regardais les Spurs, tu te disais tiens, il vient d'avoir 2 mouvements de ballon. Et puis après, t'as 4 possessions de suite avec du shoot à mi-distance forcé où on ne sait pas ce qui se passe en fin d'horloge. Ah ouais, mais moi j'étais quand même beaucoup plus choqué par la défense que par l'attaque. Bah parce que les chiffres disent beaucoup plus la défense aussi que l'attaque, hein, ça c'est sûr. Pardon ? Parce que les chiffres disent beaucoup plus aussi la défense qui chie par rapport à l'attaque. Les chiffres, ouais, mais il y a les chiffres évidemment parce que les Spurs ont pris des tonnes de points trop souvent, donc forcément ça pousse les chiffres à dire que la défense est dégueulasse et tout, mais même visuellement en fait, c'est peut-être parce que aussi j'avais peut-être mis mes attentes un peu trop hautes sur certains joueurs et donc sur la globalité collective des Spurs aussi peut-être, tu vois ce que je veux dire, peut-être que je m'attendais trop à de la, je sais pas, Jamal Murray, n'importe quoi, Dejounte Murray ou Derrick White, tu vois, je m'attendais peut-être à plus de leur part. Oui. De toute façon, combien de matchs aussi est-ce qu'ils ont joué vraiment ensemble sur le terrain ? Parce que ça aussi, c'est un aspect, on y viendra après. Hein. En soi, quand on regarde, on se dit, bon, ok, très bien, Dejounte Murray, il a joué 58 matchs, Derrick White, il en a joué 61. Mais combien de minutes est-ce qu'ils ont passé, des longues minutes, où ils sont ensemble sur le parquet pour pouvoir faire le boulot ? Mais alors ça, c'est encore un autre souci qu'on va devoir mettre on va devoir mettre truc dans le coup d'œil dans le rétro. Et tu vois, quand on parle de défense... Les rotations. Les rotations de Pop. De toute façon, cette saison, ça sentait clairement le panneau de Pop avec le fameux gif thumbs up, avec les 2 pouces comme ça face aux Suns. Genre, merci Pop. Hein. Trop de fatigue, là. Trop de incapacité à s'ajuster. Des fins de match d'enfants. Des fins de match où tu te fais outplay par des enfants. Ouais, tout à fait. Et est-ce que t'as kiffé, par exemple, je te demande. Hein, bah déjà, pose pas la question, je vais te dire non. Est-ce que t'as kiffé les Spurs ? Je te dis non. Vas-y, dis-moi. Non, pas les Spurs, mais Bryn Forbes autant titulaire. Ça, c'est quoi dans cet univers d'incertitude et de flou, c'est peut-être un des rares mecs qui au moins a pu assurer dans son spacing et son shoot. Genre en fait, on met qui à la place, hein. Bah alors là, ah ouais.
Ah bah, Mais moi, je veux bien mettre Derrick White, tu vois, par exemple. Ouais. Mais en termes de. Ouais. Mais bien sûr, mais c'est juste qu'en termes de Lonnie régularité Walker. dans le noyau, ah bah non, me lance pas sur Lonnie. Bah quoi? Tu veux pas le voir titulaire? Mais moi, je veux le voir titulaire avec 40 minutes. On en a fait c'est devenu un mème sur Twitter. Donc, Bon. oui, bien Donc, sûr. Voilà. Donc tu me demandes qui je voudrais mettre à la place de Bryn Forbes. J'ai peut-être quelques options. Moi, je trouve que Bryn Forbes, je trouve que c'est un joueur, il doit sortir du banc. Moi, Ça va, ouais. Après, il avait que 25 minutes par match, donc il avait des séquences qui étaient assez Ouais, correctes. mais c'est ça les Spurs, 25 minutes, c'est qui a plus DeRozan et Aldridge, quoi, en gros, quoi. Il y a DeRozan, Ou peut-être Aldridge, Murray, peut-être Murray quand même. Dejounte non, Murray, il est à peu près à égal. Patty, il est pas loin. Patty Mills. Mais bon, on s'échappe un petit peu. Oh là là, l'énervement on prend le s'échappe, dessus. D'accord. Bah non, mais on est déjà sur le point tactico-technique. Mais C'est vrai, c'est quand vrai. on regarde le coup d'œil dans le rétro, difficile de ne pas être blasé et surpris de voir ces Spurs dans la mouise perdre de nombreux matchs et être, comme tu l'as dit, dans le premier tiers des pires équipes de l'NBA. Ouais, malgré un DeRozan assez sérieux, je trouve qu'il a fait pas mal de bons matchs, en fait. DeRozan. Saison de All-Star. Voilà. Ce qui n'est pas trop le cas d'Aldridge. Je crois qu'on peut le dire, non? Ah Ou non. on peut pas le dire. Compliqué pour lui, mais Tu vois, statistiquement, Petite blessure Aldridge, aussi. c'est pas si mauvais sa saison statistiquement. Mais là, pour le coup, dans l'impact. devant les matchs, j'ai pas du tout eu la même sensation Ah non, avec bah, Aldridge. Ça y est, c'est parti. Année 2 de DeRozan Aldridge et forcément quelques grosses interrogations sur l'utilisation d'Aldridge alors que la saison précédente, c'est un All-Star indiscutable qui fait une saison monstre des deux côtés du terrain. Donc symbole de cette espèce de flou, de bug qu'il y a chez les Spurs. Qui est le premier ball handler? Qui est celui qui a le plus de responsabilités en attaque? Qui sont les créateurs? Trop compliqué. Des matchs mais frustrants à la mort. Des séries de défaites, on n'avait pas vu ça depuis 25 ans. Des séries de 5, 6, 7 défaites, si je dis pas de bêtises, en début de saison. On a eu un road trip qui a démarré dégueulassement. Ah, et puis les Spurs sont devenus une cible. Avant, les Spurs, c'était un peu un prédateur qu'on évitait. Maintenant, quand t'es les Blazers, les Pelicans, les Suns, les Kings, Ça- les Nets, le Magic, et que tu joues les Spurs, tu veux gagner. T'es là, tu fais OK. Bon, j'ai galéré la veille là parce que je devais me taper le Thunder ou le Jazz. C'est cool, je vais pouvoir me refaire la cerise face aux Spurs, quoi. Ce qui normalement, mais bien sûr, mais c'est un peu ça, quoi. Ce qui normalement est impensable. Un déplacement au AT&T Center par le passé, c'était une séance de torture, et maintenant les frères, c'est Monoprix. Voilà, vous y c'est allez. ça. Et on va essayer de se balader peinard, de mettre 125 points et de repartir avec la win. C'est ça. Et vous c'est inquiétez ça. pas, si vous êtes mené par les Spurs de 12 points dans le quatrième quart-temps, Tout est habituellement, jouable encore. tu plies les goals tout à fait et tu vas à la douche. Et là, aujourd'hui, c'est genre, les gars, on est encore dans le match. On est dans le match. On est dans le match. Putain, ils m'ont rendu fou. Ah, j'avoue. Moi rendu fou. qui ne suis pas un fan des Spurs, mais voilà, je trouve que cette saison, dans ce coup d'œil dans le rétro, je trouve qu'on sent une espèce de rupture dont on va parler dans cette review, mais je trouve je sais pas, il y a... Bah, de toute façon, c'est aussi amplifié, parce qu'il y a des franchises, on en voit, faire des saisons où tu es dixième de ta confiance, etc. Mais ce qui est amplifié, c'est que on voit là la fin, et c'est ce qui va terminer notamment ce coup d'œil dans le rétro, on voit la fin d'une série all-time de 22 saisons de suite en play-off, avec un jeu régulier, bon attaque et en défense. Ah non, c'est Ils sûr qu'on étaient à- s'habitue ils autre é- chose. Ils étaient à une qualif là d'avoir le record all-time devant les Sixers, qui ont fait 22 saisons de suite en play-off. Et là, tu vois les Spurs et tu fais genre... mais J'avoue. Compliqué, coup d'œil dans le rétro, forcément hyper compliqué. Pour le compléter avec quelques dernières grosses images de ceux qui ont vu. Oui, on a vu Duncan sur le banc gérer un match à Charlotte quand Pop n'était pas là. On a vu beaucoup de tâtonnements et on va en parler de Pop après. On a vu aussi quelques petits exploits parfois. C'est souvent la section dans laquelle on essaye de parler des matchs qu'on essaie de revoir. Les matchs des Spurs qu'on vous suggère d'aller regarder. Ouais, dis donc. Moi, alors j'en ai un gros face aux Clippers. Quand les Clippers se ramènent au complet avec Kawhi à San Antonio, il y a un match où on prend moins de 100 points, où ça défend à la Spurs, et je me dis c'est une bulle. En début de dans saison, le temps. là C'est... Ah non, en début de saison, ils vous battent. Non, ils nous battent. Pour Ils moi, nous je dirais battent qu'on est en là-bas, décembre-janvier. Il y a un match où les Clippers viennent et on les limite à 107-97 le 30 novembre.
Moi, j'ai un souvenir. Vous avez pas fumé les Rockets en Ah bah, overtime? les Rockets, si, mais alors là, par contre, c'est un scandale. Tu sais, c'est le dunk de James Harden qui n'est pas compté alors qu'il est C'est en ça, ouais. contre-attaque. Bah, c'est celui-là qu'il faut revoir. Ouais. Lonnie Walker, c'est le 4e quart qu'il faut revoir. Hein, enfin, les fans des Spurs. Hein, ouais, contre, complètement. Parce que les fans des Rockets. Non, mais bien sûr. Ce que vous voulez. Hein. Mais de toute façon, tu connais le classique. Hein. Tant que tu peux taper les Rockets ou les Mavs et que t'es fan des Spurs, t'as réussi ta saison. Alors, on l'a fait une fois, c'était de la merde. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Ça, pour moi, c'est les fans des Spurs, là, si vous avez un petit coup de déprime par rapport à cette saison. Tu te fais Lonnie Walker contre les Rockets. Glace à la vanille, chocolat chaud et un petit Spurs Rockets, là, de. Je sais plus, c'était en décembre, je crois. Ou en novembre, ouais, complètement. Ah oui, non, celui face aux Rockets, le classique, c'est le 4 décembre. 135-133 avec Lonnie Walker à 28 points qui joue comme T-Mac en fait. Là, rien que de voir la tronche de James Harden là, qui rentre son dunk et l'arbitre qui fait non. C'est quand t'es fan des Spurs et que tu vois ça, tu te dis ah yes. Quand tu vois Mike D'Antoni qui est en train de frier là, c'est juste parfait, c'est clair. Ouais, vous avez une victoire solide contre le Heat aussi. Oui, et puis t'as tapé les Bucks, t'as tapé Boston. Chercher, hein. C'est vrai Ah mais non, bien sûr, non. Mais les matchs de qualité, c'est violent. Ouais. C'est sûr et certain. C'est vrai que celui contre les Bucks aussi était pas mal, mais bon. Voilà, ce sont des bulles dans le temps. C'est horrible. Dites-nous, vous, ce que vous avez dans le rétro, pendant que vous vous servez un gros verre de White Spirit. Nous, on va devoir enchaîner. Oui, vas-y, Alex. Il n'y a pas de série de victoires dans cette saison. Saison. Il y a de la série de défaites, mais il n'y a pas une semaine de positive. Genre, est-ce qu'il y a 3 victoires quand même? On a réussi à s'en faire au tout début de saison, la toute première. Je crois qu'on gagne nos 3 premiers matchs. On gagne nos 3 premiers matchs. J'ouvre un calendrier, attends, bouge pas. On gagne nos 3 premiers matchs. Ouais, on fait les 3 premiers matchs, vous gagnez. Ouais. On fait un Miami Phoenix New Orleans en janvier. Série. Ah non, nos plus grosses séries, c'est 3 victoires. Ouais, vache. Par contre, ça, c'est nouveau aussi. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et t'as cette violente série de 8 défaites de suite, ce qui n'est jamais arrivé sous Pop. En novembre, là Ouais, en novembre. Ce qui n'est pas arrivé depuis l'arrivée d'un certain Tim Duncan en 97. Bref, on va préchauffer parce que sur les Spurs, il y a plein de choses à dire. Je sais qu'il y a des fans de San Antonio qui vont me tacler, mais c'est pas grave. Review, là, ouais. Hein? Ça va durer 1h40 là, cette review là. Non, t'inquiète, ça va être court, précis et violent. Allez. Et justement, ce qui est violent aussi, c'est qu'on va... on va se faire plaisir. T'es chaud? Allez, c'est parti. Vas-y, allez, on va aller tout de suite où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? Le fric, la moula, les bichetons, les picaillons, tout ça, Dans la poche de DeRozan. Hein. Ouais. Les petites pièces, les pièces jaunes. Alors, dans cette section, comme vous le savez, avant que je laisse le dance floor à Alex, dans cette section, comme vous le savez, on regarde les finances de chaque franchise et on voit si ça va ou ça va pas. Spoiler, vas-y Alex. Pas ouf. C'est pas une cata, mais c'est pas ouf. Ça va. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a plus qu'une mauvaise saison à passer en termes de salaire et après, il y aura vraiment de la place. Ouais. La mauvaise, c'est que cette année, il n'y avait pas de cap et l'année prochaine, finalement, il n'y en a pas non plus. Sauf si DeRozan ne prend pas éventuellement sa player option à 27, presque 28 patates. Alors là, j'y crois pas trop. Lui, il y a eu des rumeurs. Il y avait eu des rumeurs juste sur le fait que s'il y avait pas... il y avait des discussions avec les Spurs, mais s'il prenait pas son option, c'était pour partir derrière et pas re-signer à San Antonio. Ouais. Pourquoi pas? À la limite, c'est presque mieux pour les Spurs. Hein. Ah mais moi, je prie tous les soirs, vas-y. Aldridge, il aura encore une saison derrière celle-ci, c'est sa dernière. Ça décroît, 24 millions. Rudy Gay, est-ce que vraiment faut payer Rudy Gay 15 millions aujourd'hui en NBA ou pas? Enchaîne. 10 000, je sais pas quoi en penser, 13 millions. T'as encore du cap sur du dead cap sur Tim Duncan. Non, l'autre là, Desmarais Carroll. Bellinelli, fin de contrat. Pogazol a été coupé, donc il pesait encore sur la balance des salaires de cette saison, mais pas l'année prochaine. Et après, t'as un gros noyau de contrats pas chers. On verra ce qui se passera avec Trey Lyles et Jacob Poeltl déjà. Et après, t'as Lonnie Walker, Dejounte Murray, Keldon Johnson, Derrick White, Lucas Samanic, enfin il y en a pas mal, Chimedzim et tout ça c'est du contrat rookie, il faudra voir un peu l'Aldan qui fait son trou, donc c'est pas ouf, mais ça va, c'est pas catastrophique, franchement on a fait des reviews avec des gens qui sont dans des situations plus compliquées là. Hein. Tout à fait, tu peux avoir 1 an et demi, encore un peu de galère potentiellement, et après être un peu plus flexible. Maintenant les soucis, comme tu les as soulignés, c'est que quand tu as des sous
qui redeviennent disponibles, c'est bien de les mettre sur des joueurs. À l'heure actuelle, sur qui, là, dans l'effectif de San Antonio, tu as envie de mettre un contrat vraiment important, j'ai pas trop d'idées. Hein. On va voir ce que donne Lonnie Walker, on va voir ce que donnent les jeunes. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, Dejounte Murray, je crois, il est plus en contrat rookie, je crois qu'il a signé une extension. Il a signé une extension en octobre dernier, j'avais pas entendu ça. Il a pris une extension à 16 millions l'année c'est ça. Avec les Spurs. Et certes, il faut savoir sur qui tu vas mettre tes sous, et en plus, San Antonio, grosse terre de rendez-vous des agents libres. Ah carrément, bien sûr, grosse terre d'attraction. Bien sûr, hein, tous les gros joueurs veulent venir à San Antonio, ça c'est bien connu ça. Avec une transition, qu'on le sait, au niveau du coaching, etc. Donc bon, non, c'est sûr. Les finances, il y a eu aussi du changement de management, etc. Donc on sait qu'il y a, il y a un gros changement. Mais les finances m'inquiètent moins moi aussi. Que la gestion de la transition. Donc on va en parler, mais les finances, ça, on va voir. Ça va aller. C'est pas faux. Par contre, là maintenant, il y a une section qui est d'une violence, et je pensais jamais dire ça. Alex, on va faire tout de suite le point tactico-technique. Le point tactico-technique. Avec un gros H, comme hors sol, comme hors série. Putain. C'est l'heure du point tactico-technique. Et pour la première fois de l'histoire de cette chaîne, et peut-être depuis sa carrière, depuis qu'il est arrivé à la tête des Spurs, le point tactico-technique de Greg Popovich à la tête des Spurs, ça ne va pas du tout. Alors, tu l'as dit en préambule, oui, on réalise aussi cette saison que l'effectif des Spurs n'est pas top, certes. Clairement. Certes, mais avec ce que tu n'es jamais censé jouer comme ça. Non, tu n'es jamais... En fait, il y a plusieurs angles. Déjà, là, tu viens de parler de Pop. Donc, effectivement, on peut commencer par là, éventuellement, si tu veux. Effectivement, les rotations de Pop, et même, j'irais plus loin que les rotations. Genre, les choix tactiques globaux ou dans le détail dans certains matchs, putain, j'ai jamais vu coacher aussi mal, en fait, moi. Non, mais exactement. Il y a des incohérences quotidiennes. Mais c'est vraiment... C'est chaud. Trop de ballons pour DeRozan, et donc un jeu qui devient statique, après avoir été pendant 22 ans sur un mouvement et une dynamique qui était extrêmement propre, exemplaire, repris dans plein de franchises. Donc là, soudainement, tu es sur demi-terrain, tu prends les shoots parmi les plus compliqués qui existent. Enfin, c'est une matrice ce qui s'est passé. Et puis surtout, on n'est pas habitué à ça parce que Popovich, en plus de 20 ans à la tête des Spurs, il nous a montré qu'il était capable de changer lui-même sa vision du jeu. Il s'est toujours réinventé. Exactement, tout en le faisant adhérer les joueurs. C'est-à-dire que les Spurs des années 2000, honnêtement, c'est pas le beautiful basketball de 2014. Désolé les gars, mais ça gagne tout pareil par contre. Tu vois ? Mais donc c'est pas tout pareil, c'est un grand mot, mais ça gagne. Là, vraiment, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est que tu sens bien que malgré toute l'expérience de Popovich, malgré la qualité du staff qu'il a autour de lui, et quand même, comme tu l'as dit, les joueurs qu'il a, c'est quand même pas un effectif de Brel, quoi. Eh ben, on sent bien qu'il n'y a pas de fond de jeu. Et moi, c'est la première fois que je ressens ça devant une équipe de Popovich. Mais bien sûr. Pas de fond de jeu. Ah non, mais complètement, c'est une phrase qui normalement n'existe pas. C'est fou. C'est exactement ça. Il y avait tous les soirs de se ramener devant les matchs des Spurs et de se dire à quelle sauce on va être bouffé, c'est insupportable. On ne savait pas. Et en plus, il y a d'un point de vue tactique pur. Là où je te suis totalement, c'est qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, et soit il y avait trop de choses pour les cadres vétérans de l'équipe où ça ne va pas, trop de temps de jeu pour Bellinelli, trop de temps de jeu pour Rudy Gay, pas de développement pour les Lonnie Walker, les Keldon Johnson, etc. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samanic ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Chimezie Metu ? Que sont devenus ces garçons dont on a parlé en espérant qu'ils puissent briller un petit peu dans cet effectif ? Donc déjà, tu avais ça. Et en plus, et ça c'était encore pire, je crois, c'est que tu avais des matchs où les Spurs réussissaient, au bout de 3 quarts temps, ou de 2 quarts temps aller et demi, à mener de 10-12 points. Tiens, ça joue bien. Mais alors là, effondrement. Effondrement total. Pas de leader, donc ça c'est un autre angle. Pas de leader. Oui, mais c'est censé être le leader en Pop. Pop, oui, mais il commence à vieillir, mais d'habitude, Pop, non seulement c'est un leader de banc, mais en plus, il avait des leaders sur le terrain. Ah ouais.
Ah bah quand même. Ah non, mais je veux dire par le passé, oui, Merde. tu veux dire. Eh oh. Oui, non, par le Dire passé, Pop, oui. c'était un grand coach leader, mais je veux dire, moi aussi, je peux peut-être être un grand coach leader si j'ai Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan sur le terrain, tu vois, peut-être, tu vois, sur un malentendu. Je pense qu'avec DeRozan, Aldridge et Rudy Gay, c'est pas la même, Non, mais c'est pas le même délire. Quoi. Bien sûr que c'est pas le C'est même plus délire, mais compliqué. après, il a montré aussi quand il y avait ni Tony ni Duncan qu'en fait, il avait encore Manu à 41 ans et que ça arrivait encore à jouer dur et à jouer dur. On l'a vu Tout à s'ajuster fait. avec Mais des peut-être- blessés ou pas. Tout à fait, mais Pop, il a plus de 70 piges, peut-être il a pas la même niaque qu'avant, peut-être que son message passe moins bien, ça c'est une certitude, mais peut-être aussi, je veux pas forcément décharger Pop, mais quand même un peu, peut-être aussi que, à un moment donné, quand tu mènes de 12, et que DeRozan et Aldridge, ce sont eux les premiers à faire un dernier carton de merde, bah ok, on peut en mettre sur Pop, mais on peut peut-être en mettre un peu sur DeRozan et Aldridge aussi, tu vois. Non, bien sûr. Genre dans le genre leader qui baisse les yeux quand ça va mal, ils sont bien là les deux. Hein. Ils sont dans l'élite, c'est sûr. C'est des champions. Hein. C'est pour ça qu'en soi, le salaire, quand on faisait le point salaire avant, ça me dérange pas de voir ce qui est je filé à Patty Mills, par exemple. Je Parce comprends que que ça te pique un peu le salaire de DeRozan et Aldridge. Ouais, je oui, comprends, voilà, je mais comprends. et à l'inverse, ça me dérange pas que Patty Mills soit payé 13 millions l'année parce qu'en termes d'identité et de voix qu'il représente dans les vestiaires, bah c'est un gars, Pas faux. il a vécu 2014, il était là, il a fait ce qu'il fallait, c'est un des piliers en fait. Donc moi en soi ça me dérange pas, mais Pop a été tellement frustrant. On a vu un match avec donc Duncan en tant que coach à Charlotte et en soi c'était pas mal, mais enfin par exemple il y avait des minutes qui étaient données aux petits quoi. Moi, Oui, tout à fait. Cette saison a été créée dans le ventre mou, où c'était des victoires suivies par des défaites forcément, et donc aucune continuité, quoi. Aucune continuité. Ça, j'y viens, j'arrive juste avant. Juste, je sais plus si tu te rappelles, mais c'était dans un apéro ou dans la preview, je sais plus. Vas-y. Mais on avait parlé du fait qu'il n'y avait pas de franchise player à San Antonio. Ah bah ça doit être dans les deux vidéos. Hein. Peut-être, ouais. Crois-moi que c'était Mais- dans les deux. Possible, mais en tout cas, là, avec cette review au bout de 60 et quelques matchs, bah, ça saute aux yeux, quoi. Ça crève l'écran, quoi. Quand tu regardes les Spurs jouer cette saison, tu fais ah bah ouais. Et ce que tu décris là, les phénomènes de quand tu mènes, tu te fais remonter, mais aussi de quand t'es mené, c'est pas souvent que tu reviens. Enfin, tout ça bien montre sûr. l'absence de franchise player. Bien sûr, mais quelque Et, part, ça fait mal. évidemment, chaque équipe est différente, mais il n'y en a pas forcément à Orlando, il n'y en a pas forcément à Memphis. Il y a du jeune joueur à talent, mais il n'y a pas du franchise. Mais par contre, tu as un élan collectif qui fait que ça se défonce tous les soirs. Tu l'as dit tout à l'heure, il y avait des sextapes défensives où en fait tu prends pilule sur pilule, personne qui tape du poing sur la table. Habituellement, le franchise, c'est Pop qui je ne sais même pas combien de fois, je ne sais même pas par exemple combien de fois cette saison il a pas fait sa spéciale, combien de fois tu l'as vécu toi ça avec les Suns où en fait les Spurs sont menés de 8 points dans le troisième quart-temps. Et l'autre, Pop, il pète un câble, il pète un câble, il se fait expulser Enfoiré, et là. les joueurs voilà exactement, les joueurs font bon les gars, on y va parce que le patron il est pas content et puis tu gagnes de 13. Il y a même Oui, pas oui, eu ça, oui. il y a eu ça peut-être. Non, il n'y a qu'une pas eu fois ça, mais cette c'est saison. parce qu'il mollit, parce qu'il vieillit, parce que, désolé, mais Pop, plus de 70 ans, et avec tout le respect qu'on a pour lui et tout ce que lui doit la balle orange, il y a un moment où son influence n'est plus la même, où son impact sur les joueurs n'est plus le même, où lui-même, il a peut-être plus la même motivation le matin en se levant, Ah bah, et en on peut parle, pas lui en vouloir. Hein. Bien sûr. Moi, je comprends complètement, en fait. Donc, du coup, et là, quand sur le terrain, t'as pas des joueurs un peu avec un minimum de niaque, bah ça se voit très fort en gros. Bah, Ouais, bien c'est sûr. ce qui s'est passé aux Spurs cette saison. Exactement. Et d'ailleurs, pour terminer, c'est même pas sans parler de comment la saison avait démarré avec Team USA. Et il y avait une équipe qui avait un peu plus l'agnac, qui était bleu, blanc, rouge. Et voilà aussi. On en avait parlé. On était là, genre, comment ça se passe? Parce qu'il y a Steve Kerr et Pop sur le banc, mais ça se fait outplay par. Enfin, bon, bref. Et voilà. Ça a été une galère. Un point tactico-technique, mais vraiment violent. Mais on Le- le sait. Il faut passer à une. Vas-y, je t'en prie. Ouais, non, excuse-moi. Sur le point tactico-technique, je voulais juste qu'on revienne sur ce que j'ai ouvert en coup d'œil dans le rétro tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation sur les lignes arrière, Murray, White, Bryn Forbes. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a un gros problème qui est venu de là. Je reste quand même persuadé que entre Lonnie Walker, voire DeMar DeRozan, je pense qu'il y a une meilleure ligne arrière à faire autour de Dejounte Murray, qui pour moi doit avoir le poste 1. Ouais. Même si il y a quand même quelques limitations offensives qui m'énervent parfois, mais j'aime bien le profil. Et donc je trouve que
aussi là-dessus, dans le point tactico-technique, ça doit aussi être noté, c'est que non seulement il n'y a pas le leadership, mais en plus, vraiment, au-delà même des rotations, il y a clairement des choix tactiques dans la continuité, parce que Bryn Forbes, il a été titulaire, je sais pas, toute la saison, non? Ah oui, non, c'est le joueur quoi, Bryn Forbes est le joueur qui a joué le plus de matchs en tant que titulaire de tous les Spurs. Bon, c'est pas normal, voilà. C'est pas normal. Moi, à titre perso, ça me dérange pas sur le temps de jeu qu'il a eu, qui était de 25 minutes, parce qu'après, il y avait des gars qui prenaient le relais. Mais bon, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand des mecs n'ont pas en soi un niveau intrinsèque de titulaire, moi, je peux l'entendre, mais il faut qu'ils soient aussi complémentaires de ce qui se passe dans l'équipe même. C'est-à-dire que même au plus global, quand tu regardes les Spurs, tu te dis... Comment est-ce qu'elle est foutue, cette équipe? Qui a quel rôle? Qui fait quoi? C'est qui le pivot? C'est qui l'arrière? C'est qui le meneur? C'est qui le Danny Green là, qui stretch dans le corner, qui fait rien du tout, sauf bien défendre son offre, etc. Donc, moi, à la limite, Bryn Forbes, il me dérangeait pas, parce que je me disais, bon, au moins lui, on sait ce qu'il fait, on sait quel est son rôle. Il doit sortir du banc. Trey Lyles, il a été titulaire 80% de la saison, et il a fait des bonnes choses défensivement, mais en attaque, Ouais. Bon, saison compliquée pour lui. L'autre, il arrive et tout, dans un nouvel environnement. Ça devait être Marcus Morris. Tu vois, ça devait être Marcus Morris. Je sais pas si ça aurait été mieux pour vous. Je demande à voir. Franchement. J'en sais rien. Pas sûr. Compliqué. Dans tous les cas, le point tactico-technique, il était extrêmement violent. Et on va se poser une grosse question, Alex. Allez, the question of the death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit à San Antonio. C'est ça. Nous sommes au Texas, tout en bas du Texas, et on peut se poser des preguntas de la muerte. On va se poser une grosse question de la mort, vous le savez, dans cette section, pour chaque franchise. On regarde un petit peu ce qui vient de se passer dans le rétro, on regarde l'avenir, on se pose des questions, on prend du sable dans les mains et on se dit... Quelle transition à San Antonio. Faut tout casser ou pas, Bastien? Est-ce qu'il faut tout casser? Vas-y, réponds-moi franchement. Je Est-ce qu'il faut... Oui, pardon. non, mais je pense qu'il faut... Pas, c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois, mais je pense qu'il faut vraiment tourner une page complète. Non mais d'accord, ça veut dire quoi tourner une page complète? Ça veut dire que là, au niveau des joueurs qui sont dans l'effectif, les grosses têtes, tu te démerdes pour en enlever un maximum. Et je sais que c'est difficile pour un petit marché comme San Antonio, etc. T'as envie de jouer les playoffs, nanana. Mais il faut savoir qui est le prochain crack qui va sortir de cet effectif, s'il y en a un. Est-ce que c'est Lonnie Walker? S'il y en a un, tu fais bien préciser. Est-ce que c'est Lonnie Walker? Est-ce que c'est Keldon Johnson? C'est quoi le plafond des Dejounte Murray? Impossible d'avoir une réponse à ces questions s'il y a déjà tous les soirs autant de temps de jeu pour Bellinelli, Rudy Gay, DeRozan, Aldridge, etc. Déjà, moi de base. On vient de voir cet été qu'il y a un changement de GM, que R.C. Buford a laissé sa place et qu'en l'espace d'un été, t'as vu ce qui s'est passé. Non mais franchement, la construction de cet effectif... Vous avez pas trop mal drafté, moi, Keldon Johnson, j'y crois. Mais moi aussi, j'y crois. Et Lucas Samanic, on va voir. Pourquoi pas, tout à fait. Pourquoi pas? Mais tu le sais toi-même, impossible de développer ces joueurs s'ils ont des darons devant eux. Ah non, mais pour moi, il y a un bouton rouge. Pour moi, il y a un bouton rouge. Pour moi, t'essayes de fourguer les contrats expirants de DeRozan ou Aldridge. Sans pitié, t'essayes. Rudy Gay, pareil. Tu récupères des assets, des tours de draft, d'autres contrats finissants, j'en sais rien, je m'en fous. Tu bricoles des jeunes à potentiel, mais tu repars, quitte à faire 1 ou 2 saisons à la Warriors de cette année ou à la Sixers du process. Tu vois, des trucs comme ça. C'est pas grave, tant pis. Mais pour moi, ça doit se tenter ça à San Antonio, parce qu'en plus, tu viens de parler d'R.C. Buford, mais Pop va pas être éternel sur le banc des Spurs, là. On sait pas trop quand ça va tomber, mais ça va tomber. Pop va raccrocher, tu vois, à un moment donné. Donc, autant profiter du moment où Pop raccroche pour justement, au moment où tu mets un nouveau coach, tu as une discussion avec ce futur nouveau coach, tu lui dis « Écoute-moi bien, Becky Hammon, est-ce que tu es d'accord pour être la coach, on dit la coach, je pense, bref, de la reconstruction des Spurs, mais c'est bien une reconstruction start from scratch, quoi. Voilà. Je pense que c'est important. Je suis d'accord, et je pense qu'il pourrait y avoir ça, mais je crois qu'on en avait parlé pareil dans la preview de cette saison, où moi je disais il y a peut-être un espoir, tu sais, que Pop, il faille
justement lui donner peut-être un peu de temps, etc. Mais la personne qui prend la suite de Pop, c'est un tel calvaire identitaire et de travail derrière. Autant que ce soit une reconstruction, comme moi, il n'y a pas d'attente en termes de résultats. Bien sûr, mais en fait, c'est juste qui va accepter de se mettre dans ce. Tu vas trouver. Non, mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont trouver, mais tu vois, je veux dire. Tu vas trouver. C'est juste que quand tu te dis est-ce qu'il faut appuyer sur le gros bouton rouge, tu vois, je crois que dans les boutons rouges, il faut aussi appuyer chez les fans sur le bouton rouge des attentes qu'on se fait en fait. Oui, et ben si tu n'appuies pas sur le bouton rouge en termes de roster, tu auras toujours. Si tu appuies sur le bouton rouge et que tu le fais à la Sixers du process, à la Nets ou je sais pas quoi là, ok, tu draftes le mieux possible. Les Spurs, même sans R.C. Buford, je te dis, ils ont une tradition. Les Spurs sont des gens consciencieux. Il y a toute une tradition et tout qui peut permettre de bien drafter. Mais les fans, ils sont pas débiles. Si l'effectif de la saison prochaine, si à la place de DeRozan et Aldridge, t'as Jean-Pierre du 32 et Kevin du 28, et puis que t'as des pics de draft dans tous les sens et tout, les fans ils s'attendront à rien. Ils seront là en train de dire ok, on reconstruit, tu vois. Là, tu donnes pas le message en fait. Là, on a toujours l'impression que les Spurs vont continuer à faire des saisons de transition à 50 wins. Visiblement, tu vois, là, ça y est, on arrive à la fin de ce truc, et peut-être que c'est bien de, bam, d'un coup, permettre à quelqu'un de prendre la suite de Popovic sans lui mettre la pression du résultat. Déjà, c'est déjà pas mal, en fait. Non, bien sûr, je suis d'accord, mais il y a... Tu vois, par exemple, il y a 1 an et demi, bon, cette saison, elle est violente, hein, mais il y a 1 an et demi, cette espèce de saison où il y a... Putain, il y a des trucs, il y a Kawhi qui est en mutinerie, il y a Manu qui est limite le leader de cette équipe à 73 ans et tout. L'effectif tu vas en play-off quand même, non ? Exactement, et l'effectif pourtant n'est pas ouf. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux attentes, par exemple, que tu te mets en début de saison, même si t'as Jean-Pierre du 32, il y avait peut-être Jean-Pierre du 32, mais tu savais que le soir, ça jouait, quoi. C'est ça qui est chiant, si tu veux, c'est que parfois il y a des no-names qui débarquent chez les Spurs et ils arrivent à s'intégrer dans une identité, dans une philosophie de jeu, etc. Et là... Je sais pas ce qui s'est passé là. Mais si, on sait ce qui se passe. Pop vieillit et puis il y a un petit effet DeRozan, aussi. Ça. Oui, ça, l'effet DeRozan, oui, il est complet. Mais bien sûr, d'accord ou pas ? Mais je sais pas si c'est forcément Pop qui vieillit parce que, enfin, je veux dire, ok, tu vieillis, mais non, mais bien sûr que ça joue, mais c'était il y a 1 an sa saison où il emmène les Spurs en. Oui, mais. Je suis pas médecin, mais bon, quand même, s'il y a 1 an, il était capable de mettre les Spurs sur son dos et de les emmener jusqu'en play-off. Mais tu sais pas ce qui se passe dans sa vie. Le mec, il a déjà plus de 20 ans de NBA derrière. Non. Il a déjà plus de 20 ans de NBA derrière lui. Il a peut-être juste un peu marre. Peut-être qu'il ça s'effrite un peu. Plus tu ajoutes à ça un leader qui n'en est pas un. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Tu vois, peut-être l'ambiance qui a changé. 1 ou 2 joueurs qui partent. Tu vois, genre, c'est plein de micro-détails qui s'accumulent et qui font qu'on en arrive à cette saison-là qu'on a pu voir. Qui d'ailleurs est peut-être pas finie, on verra si elle reprend, comment se comportent les Spurs et tout, mais pour moi, si j'étais fan des Spurs, je pense que je souhaiterais une vraie transition, quitte à ce qu'elle soit un peu brutale, mais qu'au moins elle soit marquée en fait. Tu vois, genre, Aldridge ça dégage, DeRozan ça dégage, Popovic il s'en va, ovation, maillot au plafond, médaille d'or au JO en 2021, tout ça, boum boum, et derrière, nouveau coach, nouveau joueur. Normalement, nouvelle aventure, quoi. Enfin, ouais, bien sûr, nouvelle ère, ouais, bien sûr. En soi, je peux envisager ça, mais l'image qui a été collée aux Spurs aussi, c'était cette espèce de franchise un peu isolée par rapport aux autres et qui fonctionnait différemment. Et notamment dans la transition, tu vois, il y a plein de gens qui regardent les transitions et se disent bah, si on avait été genre, je sais pas moi, tu sais, genre Boston, on aurait genre Ken, Doc Rivers, KG et Paul Pierce d'un coup, etc. Bon, ça ne se fait pas à San Antonio. Ça ne se fait pas pour des raisons qui sont éthiques, j'en sais rien, de valeurs, etc. Ils ont prévu de faire ça step by step avec des retraits de maillots successifs, avec des gars qui s'en vont au fur et à mesure. C'est une petite franchise de famille, ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc, je crois que le côté que l'on désire à plusieurs de couper le cordon ombilical de manière assez directe me semble difficile à envisager. Ok, peut-être ils le feront pas, mais moi je pense que c'est une erreur. Surtout dans la NBA actuelle. Ce qu'ils ont fait est déjà extraordinaire. D'avoir une dynastie aussi longue. Bien sûr. Pendant 20 piges. Mais je crois qu'en fait, même si c'est une erreur... Enfin, vas-y, je t'en prie. C'est une erreur, mais si c'est dans leur tradition et que ça leur va, ils vont vivre avec. C'est en ça que je parle d'attente, en fait, bien sûr. Je dis juste que c'est une erreur dans le sens où je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils retrouveront des résultats. D'ailleurs, les Spurs, Robinson et Duncan, ils les ont derrière des saisons dégueulasses avec des first pick de draft. Hein.
Bien sûr, tout à fait. Ah, mais Donc, après, tu vois, tout à fait, tout à fait, tout à fait. si tu continues à drafter en... Quoi, là, t'es parti pour drafter quoi, en 12, là? Tu vois? Ouais. Bah non. Bah, enfin, peut-être que tu peux te choper en 12. La perle rare, mais t'as quand même plus de chances de la choper dans le top 3, quoi. Bah, tous les 10 ans, tu chopes un Kawhi qui est en place 15 ou un truc comme ça. Donc, ça, Ouais. là-dessus, t'as un coup de chance, tant mieux, tu vois, contre George Hill. Ouais. Maintenant, il y a un peu moins de gars aussi à Ken comme les Pacers à l'époque, hein, aussi. C'est un peu plus compliqué. Je te cache pas que c'est plus compliqué, on C'est est un peu d'accord. plus compliqué, forcément. Et puis, du coup, c'est pas forcément la même formation, quoi. C'est-à-dire que, bah, à l'ancienne, Ah bah, ouais, quand t'as un Popovic, Patty Mills tout qui ça, tombe. Ouais, et puis quand bien Patty sûr. Mills il arrive au vestiaire, bah, il y a Parker, Duncan, Ginobili. Et là, maintenant, il y a Shimezi Metu, il y a Cobb Puttle C'est pas pareil. et Rudy Gay. Donc, les conseils sont pas les mêmes, quoi. C'est tendu. Je suis assez d'accord avec le côté transition là à venir. Moi, j'insiste vraiment pour ceux, là, ma famille Spurs, là, qui regardent des matchs depuis des décennies, là, qu'il faut revoir ses attentes. Parce qu'en fait, si après, t'es surpris, par exemple, par l'émergence d'un Lonnie Walker, d'un Keldon Johnson, bon, bah, t'es content, tu vois. Mais. Non, mais ça fait J'adore. 20 ans. Ouais, Non, mais je ça vois fait... ce que tu veux dire. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 20 ans que t'abordes chaque saison. Les gens se rendent pas vraiment compte, mais quand ça fait Serein, 20 ans. quoi. Serein, quoi. Que 20 ans qu'à chaque fois qu'on fait les reviews, t'es là, Ouais, tu te dis ouais, genre, ouais. bon, bah. Bah, ils seront là. Ok, il y aura peut-être 2-3 trucs là, des road trip, des blagues de Boris avec Duncan avec des verres de vin, mais normalement on va être en playoff. Là, Ouais. il faut se préparer à un truc qui n'a pas eu lieu depuis 20 ans. Genre on payait en francs à l'époque. Il faut aborder les saisons prochaines en se disant tu es attendu dans les profondeurs de l'Ouest, quoi. Ouais. Ouais. Et Et ça, tu c'est n'es une plus transition. considéré de la même manière par tes adversaires. C'est ça. Donc la to-do list, toi tu ferais quoi? Je laisse Pop partir quand il veut, hein. C'est Pop qui décide, hein. De toute façon, bien évidemment, les Spurs vont jamais de la vie mettre Pop à la porte. Enfin, voilà quoi. T'as vu comment on agit ces derniers temps, si tu veux, j'ai des... Arrête, Non, je arrête, rigole. arrête. Ah, évidemment. Quand Pop s'en va, gros bouton rouge. Si DeRozan et Aldridge sont encore là, ça dégage. Et je mets un coach, si possible jeune, et un coach ou une coach avec lequel je suis d'accord, c'est-à-dire on reconstruit, on n'a pas peur d'en chier pendant une saison ou deux, mais l'objectif c'est de remettre des bases saines. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, moi j'ai à peu près la même timeline, à un détail près. J'aime bien les essais de Duncan, etc. Mais bon, on va y aller doucement, hein, avant de le vouloir, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vu Duncan et qui se sont dit genre, oh ça y est, c'est la transition, tu sais, genre Duncan va prendre la suite de Pop et tout, genre tout doux. Coacher un match chez les Hornets, c'est pas gérer une équipe pendant un an, quoi. Et lui-même l'a dit, c'est pas pour demain qu'il va être le coach principal des Spurs. Donc voyons déjà comment ça va se passer cet été. Mais je t'avoue que, à titre vraiment perso, ça me dérange pas de relaisser un peu à Pop un minimum de temps parce qu'il lui est vraiment arrivé des trucs durs sur ces 2 dernières années dans sa vie, quoi, qu'elle soit pro ou perso. Et donc, d'abord les joueurs, quoi. J'en ai plus rien à foutre de cet effectif. Là, il faut absolument me virer la moitié des mecs qui sont... C'est insupportable. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Alex, on a un trophée du peuple à distribuer. Allez, on y va, The Golden. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, ouais. Attends, elle est où ma spatule? Attends. Elle est là, ma spatule. Attends. Vas-y, boomer. Attends, que je regarde un peu. Hop, où je suis? Ouais, je suis là. Hop. Et voilà. Ouais, c'était... Hein? C'était facile. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non, c'était propre. C'était pas bien? Ouais. C'était Si. autoritaire, comme un ancien coach Ouais. des Spurs. C'est Voilà. le Golden Gérard, le Gérard d'or, vous le savez. C'est la section où on s'occupe un petit peu de l'effectif et on dit, tiens, lui, il m'a intéressé et il va m'intéresser beaucoup. Alex, qui est ton Gérard d'or à San Antonio? Dejounte Murray. Voilà. Très bien. Bon. Je dois avouer que j'avais un certain scepticisme face aux espoirs qui étaient placés en lui par beaucoup de fans des Spurs qui disaient oui, Murray ceci, Murray cela, tout ça. Et donc, du coup, c'est l'un des joueurs sur lequel j'ai vraiment focus quand j'ai commencé à regarder les Spurs depuis le début de la saison là, en octobre 2019. Et faut reconnaître qu'on voit bien qu'il avait beaucoup manqué la saison dernière aux Spurs, hein, quand même, faut le dire. Son impact défensif est vraiment énorme. Je veux dire, c'est un arrière
un meneur, hein, mais il est grand, hein, pour un meneur. Il est long, il est athlétique, il se déplace bien latéralement, d'avant, en arrière, il se place bien. C'est vraiment un excellent meneur défensif qui est bon sur la ligne de passe, corner son adversaire direct, qui a la mentalité pour. Là-dessus, il insuffle. Après, il était un peu seul l'année dernière, enfin cette saison. Là, il fait une saison défensive. Bah, c'est quand même un des meilleurs défenseurs des Spurs largement, hein, cette année. Hein. Sans lui, les gars, laisse tomber. Hein. Sans lui, vous êtes derrière les Warriors, hein, limite. Hein. Ouais. Franchement, il vous fait du bien en défense. Hein. Dieu sait s'il a abusé aussi plein de fois, mais vas-y. Ouais, il abuse et tout, mais il est jeune. Mais tu vois bien le potentiel. Ouais, mais tu vois le potentiel. Ouais. Il a un vrai potentiel défensif incroyable. Là où il m'a laissé plus sur ma faim, c'est en attaque. C'est-à-dire que si tu regardes les stats, c'est assez propre en termes de pourcentage et tout. Mais c'est aussi parce qu'il est très discret, très timide. Il va assez peu au cercle. Pour moi, il a 2 gros progrès essentiels à faire. Le premier, c'est travailler, bouffer de la vidéo, travailler tactiquement son attaque. Et le deuxième, c'est du dribble. Je trouve que pour un meneur de NBA, techniquement parlant, je parlerai même pas de son shoot, parce que finalement, je le trouve pas si mauvais que ça. Je voudrais juste qu'il en prenne plus. Mais je sais pas ce que t'en penses toi, Bastien, mais en termes de handle, je le trouve pas toujours très sûr, même sûr de lui en fait. Enfin, je sais pas comment. C'est une sensation que j'ai où je le trouve pas toujours. Disons que sur le terrain, qu'il puisse dégager le sentiment de ne pas trop savoir où il est parfois, ou prendre une décision avant même de s'avancer vers le panier. Ça, je veux bien. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ça, je veux bien le voir. Par contre, le truc, c'est qu'il est quand même comparé à Jamal Crawford en termes de handle. Initialement. C'est un technicien normalement assez violent. Le truc, c'est que par contre, en termes de vision du jeu, là où je te suis, c'est que par contre, sur comment gérer une équipe, comment gérer une attaque, etc., il y a du boulot. C'est pas qu'il a un mauvais handle, mais c'est que je sais pas, ou alors il s'en sert pas assez, il le montre pas assez. Je sais pas d'où ça vient, mais je trouve que pour un point guard, il fait pas de différence, quoi. Peu de différence, quoi. Je te suis totalement là-dessus. Par contre, quand tu disais... C'est pas dû à sa technique de dribble, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas quand il a la balle en main. Je suis d'accord. Là où je peux te rejoindre, c'est sur le fait que la majorité des ballons sont dans les mimines d'un joueur en isolation. DeRozan, et alors, en termes de couplage, DeRozan Murray... Ça marche pas bien. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus incompatible. En fait, sur le papier, tu vois, au départ, moi... J'étais pas si négatif que ça. Je me disais, ouais, Murray va bien défendre. Et DeRozan, il a quand même fait des gros progrès où il la lâche de plus en plus, tu vois. Ouais. Donc je me disais, ça peut peut-être un peu marcher. Moi, je trouve que ça vient de DeRozan, mais je te le dis, hein, moi, ce que je ressens, c'est que ça vient aussi de Murray. Il me laisse sur sa faim. Peut-être que je suis à côté de la plaque quand je parle de son handle, si tu me dis qu'on compare à Jamal Crawford. Non. Mais franchement, j'ai pas vu de Jamal Crawford en lui, moi, perso. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, il ne le fait pas assez, il passe pas assez l'épaule. Oui. Alors, est-ce que c'est un problème de confiance ou quoi ? Enfin, je sais pas, statistiquement parlant, c'est même pas ça qui m'intéresse, mais il a pas assez de lancers. Il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles... non, je te suis là-dessus. On peut pas se contenter de ce Dejounte Murray là, en Bien fait. sûr. Voilà. Quelle que soit l'équipe. Là où je te suis totalement, par contre, c'est que c'est typique de la tradition parfois chiante à San Antonio, où en fait, tu as des joueurs qui ont un vrai potentiel, mais ils sont menottés par une tradition aussi du coaching de Popovic, où en fait, les plus jeunes se disent « faut que je marche sur les orteils de personne, faut pas que je m'impose, etc. Faut pas que je fasse trop de trucs. » Et en fait, Dejounte Murray, ça se trouve dans une autre équipe qui cavale. C'est peut-être un mec en 18-9 avec des interceptions, etc. Là-dessus, je te suis. C'est peut-être ça, et donc du coup, c'est pour ça que j'en ai fait mon Gérard d'or, parce que je crois fort au potentiel de ce jeune joueur, qui est à 23 ans maintenant, un truc comme ça. J'y crois fort. Mais j'espère pour lui qu'il va passer un cap offensif. Défensivement, j'ai pas de doute. Mais j'espère pour lui qu'il va passer un cap offensif. Parce que s'il doit rester un joueur comme ça, 10-12 points et 4 passes d'ess, Non, c'est violent. Bof, quoi. Je suis d'accord. Je prie pour que ton Gérard d'or explose quand il n'y aura plus DeRozan. Voilà, je préfère le dire. S'il n'y a pas DeRozan, il y aura des lignes de pénétration, mon pote. Ça va être autre chose, hein. Ok. J'espère. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il confirme, parce qu'on était tous en train de dire waouh, quel bargain quand il a eu le contrat professionnel, le contrat de l'automne dernier. Et pour le moment. Pour l'instant, si tu as ce joueur-là qui gagne 16 millions par an pendant encore 3 ans, en fait. Je suis d'accord.
Eh bien écoute, toi tu as pris des Dejounte Murray, je vais partir sur monsieur Lonnie Walker, je vais faire court, net et précis. On en avait parlé, je crois, pareil, soit dans l'apéro spécial Spurs qui casse les couilles, soit pendant la preview de la saison dernière. Et j'étais assez clair, j'avais envie de Summer League. J'en pensais en octobre, je le pense toujours aujourd'hui. J'ai envie de Summer League avec Keldon Johnson et avec Lonnie Walker. Quand il joue, il y a trop d'excitation, il y a trop de potentiel. Oui, il y a un côté encore bordélique, ça se voit. C'est un joueur de Summer League encore qui doit comprendre vraiment le basket. Mais putain, quand il s'y met, Lonnie Walker, c'est quelque chose. Hein. Défensivement, en attaque, ça pull up à 3 points, ça lâche des posters, c'est n'importe quoi. Bon, bah là cet été, c'est quoi le jump ? Est-ce que Lonnie Walker, ça devient un joueur qui s'impose à la rotation des Spurs et dit bon bah écoute, je t'aime bien Bryn Forbes en effet, mais en fait là c'est moi l'arrière titulaire des Spurs. Si ça se trouve c'est lui et tu dois dire putain. Bah ouais pareil parce qu'en termes de juste de pure excitation, quand il y avait Lonnie Walker qui était sur le terrain, bah moi je cliquais parce qu'il pouvait ramener un peu d'énergie dans cette fanbase. J'ai pas envie de rajouter grand chose si ce n'est la chose suivante. Je crois pas qu'il va la faire la Summer League parce qu'il les a enchaînés la dernière saison. Mais putain, quand la NBA va revenir la saison suivante, là, ça se voit. Quand il a du temps de jeu, ça se voit. Qu'est-ce qu'il avait cette saison là comme temps de jeu ? Il est capable. Je vais juste checker. Il avait combien de temps de jeu, Lonnie Walker ? Il avait. Bouge pas, j'ai ça là. Lonnie Walker. Per game. Tac. Il avait 15 minutes par match. Oh là. Lonnie Walker avait moins de temps de jeu que Marco Bellinelli. Ce n'est plus possible. Mais voilà. Même que Peutel, hein. Pourquoi il a moins de temps de jeu à la limite, Peutel c'est sur d'autres. Ouais, mais à la limite, c'est sur d'autres postes. Oui, c'est pas le même vois. poste, on est d'accord. Mais... Bellinelli, c'est juste pas possible, putain. Donc voilà, Lonnie Walker, je veux du temps de jeu. C'est un Gérard. Il a la coupe de cheveux qui va avec. Il a tout. Et comme l'a dit Alex en tout début de vidéo, faites-vous son match contre les Rockets. Ça vous donne une idée de ce qu'on doit faire sur les 2 prochaines saisons. Voilà. Ouais. Pas beaucoup de Gérard chez les Spurs, mais dites-nous si vous en avez un. Ah, c'est pas une team de Gérard. Ah bah ça, putain. On n'est pas les Suns. Ne sont pas les Suns qui veut. Hein. Non, ça c'est sûr. Là, vous avez au moins cette qualité-là. Nous, on va devoir terminer avec une intersection. Allez, c'est parti. La projection. Exactement, c'est l'heure du projostic. Projostic time. Le projostic, la compression entre un pronostic et une projection. Tout à fait. Apprends l'étymologie française avec Trash Talk et Alexandre Martin et Bastien Foutagneux. Vous pouvez vous faire plaisir et surtout jouer à ce jeu. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Faire un petit peu la liste des courses que doivent faire les Spurs. Virer la moitié de cette franchise, je ne sais pas. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais. Magnifique. 3-2-1, Devin Brown. Je sais que c'est pas la tradition à San Antonio, mais je pense que il faut tout péter. Vraiment, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans cette vidéo. Je pense que on a compris là avec cette saison que ça n'allait pas et que ça n'irait pas au futur. Donc, faut péter, faut se faire confiance et faut reconstruire grâce au passé, grâce à la tradition du passé, mais pas sur les ruines. Il faut vraiment tout péter et repartir sur du propre. Très bien. 32 secondes, c'est propre. À peu près la durée des possessions des Spurs cette saison. Voilà, c'est ça. 32 secondes sur 24. Allez, je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1, top chrono. Comment dire ? Je vais laisser passer ces 24 secondes, parce que ça va être des secondes en fait de répit. J'ai juste envie de dire une chose. Je déteste choisir un bouc émissaire, mais il y a un moment où il faut appeler un chat un chat. Je veux plus de Demar DeRozan dans cette franchise. C'est pas possible. Il y a plein de choses à pointer, ça peut être Pop, ça peut être les coachs, ça peut être les assistants, etc. Il y a un moment où il faut regarder ce qui se passe à Toronto, il faut regarder ce qui se passe à San Antonio. J'aime pas tout mettre sur le dos d'un joueur, c'est un joueur individuellement et techniquement formidable, mais moi j'en veux plus à San Antonio. Jusque-là, ça m'intéresse pas. Hop là, 35 secondes. J'en ai rien à foutre. Ouais, vengeance perso, quoi. Ah, franchement, j'en peux plus, Alex. Un chat, c'est un chat, d'accord ? Ah putain, voilà pour cette review des Spurs. Dites-nous ce que vous en pensez, que vous soyez fan de longue date ou bien passager de fortune. Alex, merci à toi pour ta contribution sur cette magnifique vidéo. Et surtout, on se retrouve demain, on va où ? On va chez la franchise la plus cool de Californie. Yo ! Ça sent la punchline, ça. Magnifique. Et ben, on vous fait plein de bisous et à demain pour une franchise qui gagne. Allez, bisous, ciao ! I'm not